Salut salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous profitez bien de l'été. Ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de À la sauce curry. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast, bienvenue. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast dans lequel je vous partage mes conversations avec les femmes qui font la science d'aujourd'hui. On parle de la science au sens large car elles sont aussi bien ingénieures en mécanique des fluides que postdoctorantes en épigénétique ou bien archéologues. Qui n'a pas dit un jour « Plus tard, quand tu seras grande, tu veux faire vétérinaire ?» Et puis on grandit, la vie passe et on est tout sauf veto. Valentine fait partie de ces enfants qui un jour a dit qu'elle voudrait être vétérinaire. Sauf qu'elle, aujourd'hui, elle l'est bel et bien. Elle nous parle de son parcours et notamment de son choix stratégique de ne pas passer par la case classe préparatoire pour aller en école veto, de son expérience en recherche et de son quotidien épanouissant en tant que vétérinaire en clinique. Alors, désolé d'avance pour la qualité du son et les grésillements, le micro de Valentine était assez taquin. Mais cela ne change en rien son témoignage honnête et précieux qui vous intéressera tout autant, j'en suis sûre. Petite annonce de l'été. Je vais enregistrer début août un épisode un peu spécial, une sorte de FAQ. Donc si vous avez des questions concernant le podcast ou moi-même, c'est le moment de les poser par email à la saucecurie@gmail.com ou sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook, en DM ou en commentaire de cet épisode. Commencez votre petit mot avec hashtag ALSCFAQ pour que ce soit plus facile à retrouver et Samuel se fera une joie de me les poser. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Voilà, sinon, si vous aimez ce podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un commentaire gentil et mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. J'aime beaucoup lire vos retours et échanger avec vous. Ça m'aide beaucoup à faire évoluer ce podcast. Cet épisode, ainsi que tous les précédents, sont disponibles sur votre appli de podcast, mais également sur YouTube et sur le site internet à la saucecurie.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. C'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve samedi dans 2 semaines. Sur ce, je vous laisse avec Valentine. Ok, en espérant que la connexion fasse pas des siennes. Et puis, Ouais, si à un moment tu trouves que c'est trop mauvais, j'irai chercher le câble, d'accord? Ouais, ça marche, mais t'inquiète, là ça a l'air d'être plutôt pas mal. C'est un peu, c'est pas, on n'a jamais une bonne connexion, hein. Ouais, Quand on était dans 2 maisons différentes et 2 fournisseurs d'accès différents, c'est le lieu géographique. le Loir-et-Cher quoi. Et le Loir-et-Cher, voilà. On est dans une zone blanche. Ok, bah salut Valentine. Salut Mélissa. Comment ça va? Ben ça va bien et toi? Ouais, ça va. T'es encore confinée un petit peu ou pas toi? La vie a commencé à reprendre son cours normal depuis 5 jours. Ouais. Ça fait 5 jours que le déconfinement a été annoncé en France. Mais bon, j'avais pas été si confinée que ça, donc bon. Ouais, tu continues à travailler toi? Ouais, ouais, moi j'ai continué à travailler, donc Bah oui, parce que tu fais quoi comme dans la vie? eh bien, moi je suis vétérinaire, donc j'exerce dans une clinique qui soigne les chats et les chiens et un petit peu les animaux bizarres. Ah ouais? Ouais, des fois ça nous arrive, hein. T'as eu quoi comme animaux bizarres? Alors, les plus fréquents, c'est les petits mammifères quand même, hein, les lapins, les cobayes, les furets. Ça va, c'est pas si bizarre que ça encore. Oui, alors bah, voilà, ça c'est ceux où où je peux encore intervenir un peu et j'ai mes collègues qui font des un peu plus bizarres encore, qui font toutes sortes d'oiseaux et des reptiles. Mais bon, Ah je bah leur oui, les laisse, reptiles. je leur laisse, ils sont plus compétents que moi, là-dedans. Bon, je vais passer la tête et j'admire. OK, d'accord. Ah oui, parce que donc dans votre cabinet, vous avez plusieurs, chacun un peu sa spécialité, c'est ça? Alors nous, on est une clinique qu'on pourrait qualifier de taille moyenne. On est 8 vétérinaires, à intervenir. OK. On fait tous de la médecine générale et de la chirurgie générale, mais voilà, on a chacun un petit peu nos domaines de compétences, ce qui fait qu'on peut balayer un certain nombre de domaines sans avoir à renvoyer les gens, trop loin, tu vois? À Mmh. d'autres cliniques, un peu trop loin. Donc ouais, aucun de nous est spécialiste parce qu'en fait les vétérinaires, on est par essence généraliste, mais on est un peu plus compétents, quoi. Mmh. Voilà. Ouais, c'est au fur et à mesure, en fait, tu te spécialises un petit peu dans un Ouais, ouais. Bah,
En fait, une fois que tu as ton diplôme, tu peux exercer, en fait, dans des domaines, très variés. Mmh. Et si tu veux acquérir un statut de spécialiste qui existe par ailleurs, en fait, tu dois continuer ta formation, voilà, via des cursus très particuliers. Donc les spécialistes, enfin vraiment spécialistes, hein, le Mmh. vrai sens du terme, existe en chirurgie, je sais pas, en dermatologie, un petit peu comme les humains. Mais c'est quelque chose qui vient vraiment dans un second temps dans le processus. Enfin, les gens deviennent d'abord vétérinaires et pour certains d'entre eux, ils continuent dans ce domaine très particulier et ils deviennent spécialistes au prix d'un deuxième diplôme, en fait. D'accord. Bon, alors avant de rentrer un peu plus dans le détail justement de en quoi ça consiste d'être véto et cetera, machin. Quand tu étais petite, à la question: «Tu veux faire quoi quand tu seras plus grande?» tu répondais quoi? Tu répondais déjà vétérinaire ou pas du tout? Ça dépend des âges. Je pense que assez rapidement, quand j'étais gamine, j'ai formulé, le rêve d'être vétérinaire. C'est le rêve de gamine, hein, Beh, c'est ça, ça c'est un c'est métier sûr. qui revient Ah oui, souvent. oui. Ouais, ouais. Ça, c'est le rêve de gamine, quand j'étais petite, petite, petite. Ouais. J'ai toujours été en fait, quand j'étais petite, j'étais dans une famille où il y avait beaucoup de médecins et on baignait, en fait, dans cette espèce, d'atmosphère, de soins. OK. Je sais pas si c'est mon esprit de contradiction qui a dit: «Non, moi je ne veux pas être médecin. Je veux être vétérinaire». Je serais médecin pour animaux. Ouais, voilà. Moi, je veux soigner les animaux. Et ouais, et ça m'est pas passé. Écoute, ça j'y suis restée un peu accrochée. Mmh. Heu, mais non, non, oui, quand j'étais enfant, j'étais, le genre, de gamine qui pouvait dire ça. Alors je pense que j'ai eu des phases, hein. J'ai souvenir qu'à un moment, je disais que je voulais être peintre aussi, tu sais? Donc OK, oui. Côté artistique aussi qui veut s'exprimer. voilà. Mais non, non, oui, oui, je fais partie, des gens, qui disaient ça très jeune. OK. Et donc quand tu arrives, l'école, donc collège, lycée, tout ça, donc tu t'orientes vers les matières scientifiques toujours dans le but d'être véto ou? Heu, Bah, en fait, j'ai pas eu à me forcer beaucoup pour aimer les sciences. C'est pas J'ai pas souvenir de m'être dit: «Ah là là, il faut que je sois bonne en sciences pour être vétérinaire». Mmh. J'adorais les animaux, j'adorais l'image que je me faisais du métier et sans que ce soit un truc de cause à effet, bah, j'aimais beaucoup les sciences aussi. Je trouvais la biologie passionnante. D'ailleurs, quand j'étais ça devait être fin de primaire, début lycée, c'était l'époque où il y a eu Dolly qui a été créée. Je sais pas si tu te rappelles, on est plus ou moins de la même génération, donc la C'est création du quoi? premier animal transgénique. Ah oui, Tu te rappelles, la petite oui, Dolly? oui, Dolly. J'étais partie sur un dessin animé, en fait, je Ah non, non, confondais avec, Dory, enfin, je sais pas, bref. et je me rappelle ce truc-là m'avait mais fascinée et ça avait déclenché chez moi une passion de la génétique, mais tu imagines même pas. OK. J'avais des livres, on m'offrait des livres sur la génétique et non, non, ça me fascinait, enfin, j'adorais ça, quoi. Donc c'était un peu, bah, tant mieux pour moi parce que je voulais faire un métier qui réclamait, voilà, enfin, d'être bon en sciences et à côté de ça, en plus, j'aimais ça. Mmh. Ma seule bête noire, c'est que j'aimais quand même un peu moins les maths que, je sais pas, je comprenais pas trop la logique inhérente aux maths quand j'étais plus jeune, mais ça s'est fait comme ça. Après, alors l'originalité de mon parcours, c'est que, quand j'étais dans ces périodes-là où tu dois t'orienter, j'avais un oncle qui était lui-même vétérinaire et qui m'a dit: «Ah là là, Valentine, ne va pas dans les prépas scientifiques, enfin vas-y si tu veux, mais c'est pas un très bon move». Il m'a en fait indiqué l'existence des voies alternatives Mmh. pour accéder, à rentrer dans les écoles vétérinaires en France. Et notamment, bah, c'est comme ça qu'est né un peu mon projet de se dire: «Oh bah, je vais éviter d'aller dans cette voie-là et je vais, faire, ben, un petit détour». Et moi, je suis passée par un IUT, tu sais, les instituts, Universitaire et technologique. universitaires, technologiques qui Mmh. donnent un bac+2. Mmh. Et en fait, ça te donne le droit de passer un concours qui est totalement détaché du concours classique et tu as des places réservées, voilà, pour ces personnes, qui ont fait ce chemin-là. Le gros intérêt, c'est que, bah,
Moi, quand j'avais 18 ans, je ne sais pas si j'aurais eu la maturité d'aller dans ces prépas-là, et travailler d'arrache-pied pendant 2 ans pendant mon concours. Et quand j'ai passé mon bac et que je suis allée en IUT, bah, en gros, on m'a donné, pendant 2 ans, l'opportunité de faire ce que j'adorais, c'est-à-dire, la science drôle, tu vois? Alors, qu'est-ce que tu appelles la science drôle? Voilà, la science qui me parlait, bah, tu sais, je te parlais de la fascination de Dolly. Ouais, En gros, ouais, tout ce qui était rattaché aux sciences du vivant, au labo, ça me fascinait, quoi. Donc, parce que tu as j'ai fait quoi fait, comme IUT? ouais, j'ai fait l'IUT, génie biologique, option, analyse biologique et biochimique. Ça Oui, forme, toi aussi? oui! Ah bah, tu vois très bien ce que Ouais, c'est. je vois ce que c'est. Donc, voilà, donc bah, pour ceux qui nous écoutent, là, ça forme les enfin, quand tu bosses avec ce diplôme-là, ça forme les techniciens de laboratoire Mmh. et du coup, tu balayes, voilà. Du coup, tu comprends de enfin, je sais pas si, tu vois ce que je veux dire par science drôle, mais Bah, c'est moi, le choc qui m'avait fait quand je suis passée du lycée à l'IUT, c'était vraiment tu es à la paillasse, tu as les mains dans le cambouis et tu fais. oui, voilà, Voilà, en gros, c'est tous les trucs théoriques que tu avais vus et que tu avais vite fait des TP, au lycée, bah, là, c'est des TP mais qui durent 5 heures. et puis tu comprends le but de ton TP en plus, c'est ça qui Exactement. était fascinant, quoi. Enfin, généralement on avait les cours, les cours de toxicologie et le TP c'est: «Allez vas-y, va doser le degré d'alcoolémie». Mais tu comprends tout de suite à quoi ça sert, tu Mmh vois? mh. Et oui, ça avait un côté, tellement plus, réaliste que tout ce qu'on pouvait faire avant, enfin, Donc le c'était côté concret, en fait, de l'IUT t'a correspondu complètement? ah ouais, carrément, ouais, ouais. OK. Du coup, et c'est sûr que passer 2 ans à faire un truc, que tu aimes, c'est beaucoup plus facile que passer 2 ans à faire un truc «pour le devoir» entre guillemets. Ouais, parce que la voie classique, donc pour aller en école vétérinaire, c'est passer par une prépa scientifique, une prépa Ouais, BCPST, un truc comme ça? ouais, c'est ça, c'est la prépa BCPST, qui dure 2 ans. Si tu as la chance de réussir ton concours du premier coup, sinon tu Mmh. peux redoubler, la deuxième année. Et bah, c'est des matières, très générales, hein, donc tu commences, ça doit être, bah, voilà, tu as terminé ton programme de terminale S et hop, tu renchaînes sur un petit peu la suite. Les gens, ils avaient gardé, voilà, de la physique, de la chimie, de la biologie, je pense qu'il devait y avoir du français aussi. Il faudrait poser la question à quelqu'un qui l'a vraiment fait. Il devait y avoir des maths aussi pas mal et Mais tout, oui, mais des ouais. maths, Mmh. ils avaient ouais, ils avaient des matières très, très générales, Mmh. et du coup, quand je revois le moi de 18 ans, je crois que le moi de 18 ans, ça lui a fait beaucoup de bien de faire quelque chose de concret, en Mmh. fait. Ouais, tu Et aurais peut-être pas tenu en fait, voilà, bah, on ne saura jamais parce que du coup, je oui. ne l'ai jamais fait, donc finalement, je ne saurais pas. Mais en tout cas, ou en tout cas, si j'avais réussi, je l'aurais réussi beaucoup plus dans la douleur. Ça, j'en suis à peu près persuadée Mmh. que ça aurait été, beaucoup plus dur, en tout cas. OK. Voilà. Et donc après, donc ton IUT se passe super bien. Oh oui, Tu kiffes? que des bons souvenirs. Ouais. Et là, tu as toujours l'idée d'être véto? Oui, tout à fait. Ça m'a pas quittée. Pendant tout mon été, ça m'a pas du tout quittée, et en gros, alors quand tu as un IUT et que tu veux passer, le concours d'entrée, donc c'est un concours qui est détaché, mais c'est quand même un concours où, bah, si tu le prépares seul, tu as quand même de grandes chances de ne pas l'avoir. OK. Donc j'étais dans une prépa, qui est dédiée, au bac+2, donc je me suis retrouvée dans une classe, dans un lycée agricole, où il y avait que des gens qui avaient un bac+2, soit un IUT, soit un BTS, Mmh mh. et tous horizons, très variés, hein. Tu avais autant des personnes qui avaient fait, des machineries agricoles, que, voilà, mon IUT beaucoup plus, scientifique, sciences, labo et cetera. Pendant 1 an, tu te prépares. En gros, tu essayes de coller un peu au programme de la prépa BCPST, parce qu'il faut se dire qu'on va tous arriver en école d'ingénieur ou de vétérinaire selon, bah, selon ce que tu réussis à avoir, et idéalement, enfin, il faut que tout le monde soit, bah, là, parte à peu près avec les mêmes bases quand même. Donc, Mmh. grosso modo, dans le contenu pur, je me suis rapprochée, en fait, de ce que j'aurais dû faire en faisant, en BCPST. Et du coup, bah, à l'issue de ça, j'ai été assez bien placée pour rentrer. Et c'est vrai que, bah, en fait, je suis rentrée à l'IUT en me disant: «Voilà, je veux faire cette prépa-là après».
Et arrivé à la fin de l'IUT, j'avais pas changé d'idée. Ça m'a Ok. tenu les 2 ans. La seule petite originalité qui a introduit mon IUT là-dedans, c'est que dans les stages qu'on a fait en IUT, il y avait, tu sais, le fameux stage de fin d'études qui durait Mhm. longtemps, il durait 3 mois, que j'avais fait dans un labo de recherche à l'époque et Ok. que j'avais trouvé ça génial aussi. Ok. Ça m'a pas fait dévier de vétérinaire, mais j'ai gardé ça en tête. Ok. Et du coup, comme tu le sais, quand on s'est rencontrés plus tard dans un labo de recherche, Voilà. c'est ce moment-là de mon parcours qui m'a mis sur la voie. Mais j'ai commencé par la première idée, tu vois, Ok. Donc, t'es resté sur par le veto. rêve d'enfant. Voilà. Je suis restée ancrée sur le rêve d'enfant dans veto, 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 veto. Ok. Donc, tu fais cette prépa. Ouais, T'es bien classé dans les concours et tout, et donc tu peux intégrer une école veto. C'est ça? tout à fait. Ouais, Ok. c'est ça. Et comment se passe l'école veto alors? Et ben ça se passe bien. Un peu inattendu parce que quand tu veux être vétérinaire, vétérinaire, c'est un métier qui fait rêver. Enfin, tout le monde, enfin tous les gamins, tout le monde a une idée assez fantasmée du métier Mhm. et donc de l'école. Et du coup, je pense que tous les gens qui passent par cette voie-là, il y a un petit gap entre, tu vois, attente versus réalité. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, c'est tellement, enfin, c'est pas très rigolo. Enfin, j'en parle en rigolant, mais enfin, c'est quand même beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Donc, Mm. quand tu passes par ces trucs-là, tu te raccroches forcément à quelque chose et du coup, tu rêves forcément ta vie future, quoi. Mm. Et tu te dis: «Ah voilà, j'aime pas bosser telle matière, mais quand je serai école vétérinaire, ce sera facile parce que j'aurai que des matières que j'aime». Mm. Non, en fait, c'est pas vrai, hein. Comme dans Il toute formation, hein. il y a des matières qu'on n'aime pas, quoi. Bah oui, forcément, enfin, ça C'était quoi c'est tes matières, toi, que t'aimais pas? obligatoire. Les matières que j'aimais pas trop, j'aimais pas super top, tout ce qui était en rapport avec la nutrition, tous Ok. les calculs de ration, de calories et tout ça, alors je me suis un peu décoincée récemment, parce que j'ai repris ça à la tête refroidie et pas dans tu sais, dans les études, mais ouais, à l'époque, oh là là, ça me parlait pas, c'était terrible. Et par contre, c'était quoi les Et matières que tu kiffais? les matières que je kiffais, tout ce qui était un peu, tu sais, qui allait décortiquer, les mécanismes d'action, toute comment on appelait ça déjà? La physiopathe là, c'était intéressant ça, où, tu, t'autopsiais, puis tu avais toutes les lésions et tu refaisais toute une histoire de maladie avec: «Ah, j'ai observé, une tache noire, sur le foie, donc ça veut dire que ta 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 ta» et Ah, tu devais refaire le faire tout un diagnostic? ouais, voilà, tu devais faire tout un raisonnement, pour arriver, au point de départ, où c'était patient. Ouais, tout ce qui allait décortiquer les trucs, moi j'aimais bien quand même. Ok, d'accord. Ouais, donc ça rapproche en fait avec ton côté aussi que t'avais bien aimé à la recherche. Ah ouais, j'ai un esprit un peu fouineur, tu vois? Enfin, Ouais. là, j'aime bien le côté où tu prends le début de la pelote de laine et puis, tu sais, tu tires un peu dessus, quoi. Alors tu tires jamais beaucoup Ouais. dessus à chaque fois parce que, voilà, tu découvres petit à petit, quoi, mais bon, tu continues de tirer dessus quand même, quoi. Ok, d'accord. Mais Et donc c'est 3 ans l'école veto, c'est ça? 5 ans, 5 5 ans. ans. Pouf! Ouh là Ouais, là! 5 Ah ans. oui, bah Tu oui. as 3 ans de très théorique Ouais. où tu apprends tout par cœur. C'est très long ça, ces 3 années-là. C'est très frustrant parce que alors, si jamais il y a des gens qui m'écoutent qui veulent faire vétérinaire, les 3 premières années, tu fais pas grand-chose en vrai, hein. Tu t'apprends OK. et en fait, tu réalises la somme de choses que tu ne connais pas et que tu dois savoir Mmh. avant, de commencer à faire des liens entre les choses. Parce qu'en fait, quand on fait un diagnostic, il faut que tu saches plein de trucs et que tu fasses des connexions entre tout ce que tu sais. Mais il y a pas la première étape, c'est tout apprendre quand même, quoi. Mmh. Et du coup, les 3 premières années, c'est quasiment que du par cœur, en fait. Tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends et tu apprends des trucs, dont tu avais même pas idée que ça existait, hein. Enfin, c'est vrai que la première fois qu'on m'a dit: «Bah, maintenant Valentine, tu vas apprendre la composition de l'herbe», je fais: «What? Je vais apprendre la composition de l'herbe? Mais ah bon, on fait ça?» La vache! Ah oui. Ça fait bizarre, quoi. Enfin, je l'ai oublié, hein, mais la première fois, ça fait un peu bizarre. Donc au début, tu engranges, en fait, ta masse, ta masse, ta masse et tu commences
à être dedans et à apprendre ton métier tel que tu le conçois qu'en 4e année et en 5e année, en fait. Et ce qui est, quand tu es étudiant dedans est très frustrant parce que quand tu arrives, tu n'as qu'une envie, c'est de sauver tous les animaux de la terre, hein, ça Mmh. c'est et tu réalises que non, tu ne vas pas pouvoir le faire tout de suite. Et la deuxième frustration, c'est quand, tu arrives en 4e année et que tu as enfin le droit de commencer à le faire et que tu réalises que c'est super compliqué. Ah oui. Parce que du coup, maintenant que tu as tout bien frais là dans ta tête, bah, c'est là qu'il faut commencer à ce que ce soit à peu près bien rangé, pour pouvoir t'en servir, et du coup, c'est un peu la 2e désillusion, quoi. Mais qui m'a pas traumatisée, hein, parce que tu vois, c'est ce que je Oui, suis en tu as train été d'exercer. jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout, mais que personne n'imagine, je pense, avant de passer les étapes, quoi. J'imagine, faudrait si tu trouves un médecin à interviewer, ce serait intéressant de savoir, j'imagine qu'ils peuvent passer par des étapes un peu pareilles, Mmh. quoi, que, bah, il y a pas, hein, le début, il faut apprendre la base et après seulement tu peux t'en servir et le début où tu commences à t'en servir, tu as pas d'automatisme, tu sais, Ouais, tu as pas tes habitudes, quoi ouais. et comment Compliqué tu à fais? faire les connexions. Bah, ouais et puis pour prioriser les choses aussi, tu vois? Enfin, je pense que tous on a eu un côté, quand tu débutes, de voir des maladies rares partout, tu sais? De se dire: «Ah là là, je ça me fait penser à Le nanana». syndrome Dr House. Ouais, voilà, alors en fait, faut pas, pas tout le temps. Faut faire ça, quand c'est approprié, mais tu apprends aussi ces choses-là, quoi. Mmh. Mais Et pareil, enfin, donc quand tu es à l'école véto, parce que donc la médecine, c'est que les humains, on est tous faits pareil. Véto, ouais, tu apprends tous les animaux. ouais. Tu apprends, en gros, il faut jusqu'en 4e année, on apprend, tout sur tout, donc tout y passe, hein, les chats, les chiens, les vaches, les chevaux, enfin voilà, faut tout apprendre. De toute façon, Mmh. voilà, on se diplôme, on est un vétérinaire qui peut soigner quand même la majorité des espèces, domestiques, et en 5e année, c'est pas une spécialité parce que tu deviens pas spécialiste, mais tu choisis un domaine, de travail et tu fais que ça. Les plus classiques, c'est tu choisis, voilà, médecine des compagnies, médecine des équidés, médecine des animaux de rente. Mais voilà, tu dois passer par une phase où tu apprends tout sur tout. Alors tout sur tout, quand on sort, on n'est pas non plus des puits de science, hein. On a appris plein de choses, mais tu vois, ce qui m'a marqué, c'est, quand je me suis diplômée, que j'ai eu mon diplôme, alors du coup, il y a mon tonton qui était très fier, tu vois? Le fameux tonton qui m'avait dit: «Ne va pas en prépa». Il était très content que j'ai passé toutes les étapes et que, bah oui, moi aussi, je sois, l'autre vétérinaire de la famille puisque qu'on était Maintenant, un je suis peu plus tous toute les 2. seule. Voilà, c'était un peu ça. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est, «Valentine, félicitations, maintenant, tu as le droit d'apprendre toute seule». Et j'ai mis quelque temps à vraiment comprendre la portée de ce qu'il disait. C'est qu'évidemment, c'est pas possible pendant 5 ans d'apprendre, la somme totale des connaissances sur, tous les animaux de la terre. Mais en fait, tu apprends le package, de base, en fait, Mmh. pour savoir, te démerder et en fait, très vite, bah, dès que tu bosses, en fait, tu apprends le reste, hein, parce que tu Ouais. peux pas effectivement tout apprendre, en fait. Tu apprends le package, pour te débrouiller, pour pas faire de bêtises, pour te lancer, en fait, quoi et après, après tu continues, en fait. Ouais, c'est Et après un tu continues, quoi et voilà et mon tonton, alors il est à la retraite maintenant parce qu'il est plus tout jeune et à l'époque, alors il était encore en activité, mais il était pas très, très loin de la retraite, tu vois? Et tu vois que lui, il me dise: «Bah, voilà, ça y est, bravo ma nièce, maintenant tu vas apprendre». C'est ta deuxième vie qui commence. ouais, parce qu'au final, dans tu apprends tout au l tu continues à apprendre en exerçant, en Ouais. fait. Ah oui, oui, c'est indispensable, hein. C'est un peu comme dans tout métier, mais j'ai l'impression que quand même pour vous, c'est encore plus parce que enfin, ouais, comme tu dis, tu peux pas tout apprendre sur tous les Ah animaux de non, la terre. ah non, tu peux pas. Et encore, est-ce Mais qu'ils insistent plus dans les codes véto pour tout ce qui est animaux domestiques? Parce que, par exemple, j'imagine, un véto qui va dans un zoo, qui fait des animaux exotiques, qui fait des animaux sauvages, ouais.
Ah, Alors il y a un gros focus alors dans les écoles véto, il y a un gros focus qui est fait sur, heu, en gros, les espèces les plus couramment rencontrées. Donc, mmh, les chats, les chiens, c'est vraiment une très grosse, partie. Les chevaux, les vaches, petits ruminants. Quand moi j'étais étudiante, je pense que ça a pu changer entre-temps, il n'y avait pas tant que ça, de choses sur les nouveaux animaux de compagnie. Tout ce qui est rongeurs, reptiles, tout ça, c'était pas enseigné, voilà, en détail, dans les cours. Donc là, clairement, hein, là, tu apprends vraiment, de 0. Après, tu vois, par exemple, pour les zoos, alors c'est évident qu'on n'a pas appris de choses sur les tigres. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas appris de la bouche de nos profs. Mais tu vois, par exemple, tu vois, je prends l'exemple des personnes qui voulaient il y en a, hein, qui commencent, l'école véto en voulant, absolument faire, travailler dans un zoo après. mmh. Mais en fait, les quelques personnes qui voulaient faire des choses, plus exotiques, souvent, tous leurs stages, du coup, on avait des stages à faire, on les faisait un peu comme on voulait, hein. Enfin, tu avais pas de stage imposé. On ne disait pas: «Ah, toi, tu vas là, toi, tu vas là». C'est à chacun d'aller faire la démarche, de trouver son stage, de demander à le faire et cetera. Et les gens qui voulaient un zoo, en fait, ils allaient faire des stages en zoo, où finalement, bah, cette partie-là de leur métier, ils l'apprenaient en stage. En allant en zoo, bah, du coup, ils avaient des contacts aussi, enfin, ils se créaient des contacts, Mmh. pour pouvoir, voilà, ne serait-ce que retravailler plus tard, en fait. Tu vois, si moi aujourd'hui je disais, «Ah là là, je veux faire du zoo», je suis pas sûre que je pourrais honnêtement. Parce que Ouais. voilà, parce que j'ai pas les contacts, parce que je suis pas dedans clairement. Enfin, moi quand j'étais étudiante, j'ai pas souhaité faire ça. Donc, je suis complètement passée à côté de ça, en fait. Enfin, Mmh. Qu'est-ce que mais, tu as choisi quoi comme stage toi alors? alors j'ai essayé de faire un peu de tout pour avoir une idée, voilà, un peu globale du métier parce que, c'est un quand tu es stagiaire, enfin, tu as la chance d'être, spectateur et de pouvoir aller, tu vois, de regarder par la petite lorgnette, tu vois? Je sais pas si je suis claire? Donc j'avais essayé de faire un peu varié. J'avais fait, bah, des cliniques classiques, chat-chien, ça j'ai fait. J'avais fait des cliniques, mixtes, qui allaient aussi, sur le terrain, tu vois, pour les animaux de rente, les chevaux. Heu, J'avais encore un petit peu cette obsession du labo, donc j'ai fait, labo de recherche aussi, ça j'ai fait des stages en labo de recherche. OK. Qu'est-ce que j'avais Recherche fait veto? d'autre? Heu, J'en ai fait un qui était, un labo de recherche dans l'école véto. Ceci étant, je réfléchis, mais leur thème de recherche était pas, il y avait pas d'application, sur les animaux, plutôt des applications en médecine humaine. OK. Mais c'est vrai que c'était au sein de l'école véto, quand même. Enfin, c'était des vétérinaires qui m'encadraient. Oui, oui, dans les écoles véto, il y a il y a aussi des thèmes de recherche, qui ont des applications, pour les humains. Et du coup j'avais fait aussi, bah, mon stage, bah, à l'INSERM où, bah, dans le laboratoire, on s'est rencontrés. Mmh. En fait, avant qu'on se rencontre à ce moment-là, quand j'ai fait mon master et ma thèse, bah, en fait, 4 ans avant ce moment-là, j'étais déjà venue, faire un stage là-bas. Donc OK. j'avais passé mon été, à faire la petite main. D'accord, OK, je savais pas. Et donc, tu finis ton école veto, tu as tout ce bagage de stage et cetera. Tu es diplômée Ouais. et qu'est-ce que tu décides de faire après? Et bah, du coup, comme je le disais il y a 3 secondes. J'étais encore un peu obsédée, hein, avec, cette histoire, de science, ah là là, j'aime bien chercher, j'aime bien fouiner, j'aime bien, voilà, ce côté un peu challenge, connaissance et cetera. Et du coup, bah, moi, j'ai fait un choix un peu bizarre. Tous mes petits camarades, tu vois, ont choisi en 5e année de faire, la médecine des chats et des chiens ou la médecine des chevaux et cetera. Et moi, je dis: «Allez banco, moi, je vais à la fac de bio et je fais un master de recherche». Donc je suis partie. J'étais, seule avec une autre personne, je crois, dans ma promo avec ça. On était 2 sur 120 à faire ce genre de choix. OK. Et du coup, bah, j'ai été, faire un master. Parce que donc tu pouvais pas avoir d'équivalent pour entrer directement en thèse. Tu voulais faire Non, une thèse? je voulais faire une thèse, mais
Bah, en fait, il y avait pas de tu vois, pour postuler aux bourses de thèse, Mmh. et ben, il fallait quand même avoir, voilà, fallait être en cours d'un master, justifier que, tu es dans un cursus de recherche et que tu vas poursuivre une thèse. Et en fait, bah, malgré que j'ai passé, 7 ans, j'avais passé 7 ans d'études à ce moment-là, Mmh. ça ne pouvait pas être considéré comme un master. Du coup, bah, j'étais un petit peu obligée de moi passer par la vraie case master. OK. Voilà, donc en fait, pour le bien du concours, pour avoir une bourse de thèse, beh, j'étais un petit peu obligée d'emprunter les sentiers battus, en fait. Donc OK. c'est comme ça que je me suis retrouvée en master, quoi, et que j'ai pas pu faire tout de suite, «Hop, allez, je demande une bourse de thèse», quoi. Et donc tu as pu quand même rentrer en master 2 directement? Oui, du coup, j'ai quand même pu passer en master 2, je n'ai pas eu à repasser par le master 1, quand même. Et donc arrive donc ton stage de master 2. Tu postules dans le même laboratoire pour faire ta thèse? Ouais, tout à fait. Donc moi, ma thèse de sciences, ça a été la suite de mon sujet, de master. Donc pour le OK. coup, Tu avais voilà. choisi ton stage de master en fonction du sujet que tu savais que tu voulais continuer en thèse avec cette thématique ou pas? Ouais, j'avais choisi mon stage de master, alors le stage de master dans cette fac, on devait le choisir avant de commencer l'année. Je t'avouerai que, je l'ai choisi pas n'importe comment, c'est-à-dire que, vu mon bagage, j'ai pris celui qui était le plus orienté sur la physiologie parce que je me voyais pas du tout faire quelque chose, voilà, de biologie moléculaire pure et dure. Enfin, j'avais pas du tout ni le bagage, ni le profil, ni, moi j'osais plus des choses comme ça, toi. C'est, autant voilà, les êtres vivants, leur fonctionnement global, bah oui, ça c'est ma partie. Mais, voilà, toutes les interactions moléculaires, tout ça, j'étais un peu déjà un peu «dépassée» entre guillemets, c'était pas du tout ma partie. Et le sujet sur lequel, le sujet que j'ai demandé à avoir en master 2, en fait, c'était celui qui était vraiment le plus ancré dans la physiologie, quoi. Je t'avouerai que quand j'ai lu l'intitulé, j'ai pas vraiment saisi toutes les subtilités, hein. OK. Notamment parce que le but de la recherche, c'était une maladie, purement humaine qui, n'existe tout simplement pas chez les animaux, ou en tout cas qui n'était pas décrite. Et du coup, tu vois, je me rappelle, j'avais lu, en long, en large et en travers le sujet, mais oui, effectivement, le but final de, tu vois, la maladie qui était, qui était censée être soignée avec, ce genre de sujet, en fait, vu que je la comprenais pas, parce que je la connaissais pas, bah, je dis: «Bon, alors c'est de la physiologie, je vais pouvoir m'en démerder», mais en fait, j'ai appris les subtilités en travaillant dessus parce qu'au tout début, j'avais pas tout en main quand même. Mmh. Mais écoute, 6 mois de stage sur le sujet, m'ont pas dégoûtée, hein, parce que du coup, à l'issue de ça, en fait, en apprenant, tu vois, les tenants et les aboutissants, oui, effectivement, en fait, c'était tout aussi passionnant. La première fois que j'ai lu un résumé, sur le site internet de la fac de bio, j'ai pas compris que j'allais autant aimer ce sujet, mais en apprenant à travailler dessus, ça m'a donné envie de rester, en fait. Donc du coup, j'imagine que si j'avais pas autant aimé ce sujet, j'aurais pas demandé à faire une thèse dessus. Donc OK. mmh. Et c'était quoi le sujet? Ah, oh là là, vaste programme. Alors, c'était, en fait, le but, c'était d'étudier, une maladie qui s'appelle, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est une maladie cardiaque. Ah, c'est long, hein, déjà comme ouais, Comme, maladie, rien que le nom, il est super long. En gros, c'est une maladie cardiaque qui est-ce qu'on pourrait la qualifier d'émergente? Non, on peut pas la qualifier d'émergente. Mais en tout cas, c'était une entité, une maladie qui était relativement minoritaire, tu vois, dans les années 90, et qui s'est mis à croître, 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 croître et exploser, jusqu'à aujourd'hui voilà, devenir un sujet, un sujet assez incontournable en cardiologie. Sans que pendant beaucoup d'années, on comprenne, ben, comment elles apparaissent, pourquoi certaines personnes et pas d'autres, et vu qu'elle n'était pas comprise fondamentalement, bah, qu'est-ce que tu veux aller trouver des médicaments pour? C'est le genre de maladie où en gros toute la pharmacopée, disponible a été testée et tout a échoué, tout. OK. Où, avant, tu vois, avant qu'apparaisse ça,
on faisait beaucoup de focus, tu sais, sur l'infarctus du myocarde, les séquelles d'infarctus, etc. Et toutes les médecines, tous les médicaments qui avaient montré leur efficacité pour soigner les gens qui avaient fait des infarctus, on les testait sur ces gens qui avaient cette fameuse maladie et ça ne marchait pas. Ils mouraient pareil. Ok, parce que l'insuffisance cardiaque, en gros, c'est ton cœur pompe pas assez. Ouais, voilà, très, très vulgairement, en fait, quand tu arrives au stade d'insuffisance cardiaque, c'est que ton cœur, il est pas capable d'approvisionner le reste de son corps en énergie et en oxygène. Donc voilà, terme insuffisance cardiaque, ça renvoie au le cœur ne pompe pas, en tout cas pas bien, en tout cas pas assez pour que ton cerveau, tes muscles, tes reins soient suffisamment, les poumons, soient suffisamment irrigués. Après, comment on arrive à ce stade-là? Ben, là est toute la question. Okay. Aujourd'hui, on fait la dichotomie, donc insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et à fraction d'éjection réduite, ce qui est des mots très compliqués pour dire, dans un cas, le cœur se relâche très mal, mais garde une bonne contractilité, garde une bonne capacité à se contracter. Et dans l'autre cas, le cœur se contracte très mal. Donc, effectivement, vu qu'il se contracte pas très bien, ça pompe pas très bien non plus, quoi. Ok. Et autant supporter un cœur qui a un défaut de contractilité, c'est une thématique de recherche qui est ancienne et on a fini par trouver voilà, beaucoup de solutions pour aider les patients à vivre avec. Autant l'autre versant, pour l'instant, c'est tous les médicaments qu'on connaissait ne marchaient pas. Et l'essence de mon sujet, c'était voilà, on comprend pas la maladie, donc il faut bon gré mal gré qu'on identifie ce qui coince dans cette maladie pour changer de technique d'approche, en fait. Vu que toutes les logiques de toutes les médications d'avant ne marchent pas, il faut en trouver d'autres, quoi. Donc du coup, c'est vaste. Et donc, tu as fait ta thèse sur ce sujet-là aussi? Ouais. Pendant 3 ans. Ok. Alors, et la recherche? Comment que ça s'est passé? Est-ce que ça a répondu à tes attentes au final, de trouver, là, de faire, de dépeloter Dépeloter. J'ai dépeloté ça. ça, j'ai dépeloté, hein. C'est dur à dire parce que d'un côté, si tu me remets au même endroit, au même moment, au début de ma thèse ou au début du master, peu importe, je ferais exactement le même choix de je veux y aller parce que j'étais obsédée par ça, donc il fallait que j'essaie. Après, en fait, c'est bizarre parce que d'un côté, le métier était génial dans le sens où t'as pas de quotidien, tous les jours tu fais t'as à la fois une routine, mais des routines qui changent quand même dans le temps parce que tu fais pas pendant 10 ans exactement la même manip. Intellectuellement, c'est hyper stimulant parce que tu es toujours à chercher qu'est-ce que les autres ont fait avant toi, où en est l'état de la connaissance, qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce que je peux encore trouver, qu'est-ce que je peux encore chercher, comment je peux y arriver. Enfin, tu es toujours en train de réfléchir à ce que tu fais, etc. etc. Mais dans l'autre sens, il m'a manqué aussi quelque chose. Je dirais que moi, je me suis pas sentie à ma place dans le contexte dans le système, en fait, dans le système en place. Dans les systèmes très rigides où tu commences étudiant, tu as une hiérarchie qui est quand même très délimitée, hein. Dans les labos de recherche, tu as le technicien, l'étudiant ceci, l'étudiant machin, l'ingénieur, le PI, tu montes. Hein. Moi, je me sentais pas très à l'aise dans ce milieu-là. Je pense que j'ai mis un petit peu de temps à mettre le doigt dessus, mais c'est pas vraiment le genre de milieu où je me sentais pleinement moi. Et le truc aussi que j'ai un peu réalisé, c'est que je crois que j'aime un peu trop les humains, en fait, quoi. Enfin, et tu vois, dans des laboratoires de recherche, tu as des équipes constituées qui sont toujours les mêmes. D'un point de vue humain, d'ailleurs, c'est presque un peu triste des fois dans les labos de recherche parce qu'elles sont toujours en mutation, les équipes. Tu as toujours des postes précaires qui sont occupés pendant un certain nombre d'années en CDD.
et qui après partent. T'en as quelques-uns qui arrivent à avoir le saint graal du poste et qui Mm. restent, mais c'est pas tous, c'est pas la majorité, hein. La plupart, Oh non. ils transitent. Et du coup, c'est un peu, c'est pas très agréable en fait, que ce soit pour moi ou pour les autres en fait, parce que bah, tu es soit la personne qui est dans l'équipe et qui voit les gens passer, tu t'attaches à quelqu'un et ah bah il est parti. Après ton tour arrive. Mm. Après ton tour arrive et j'ai dit ah voilà, maintenant il va falloir penser à la suite. Parce que voilà, on ne peut pas continuer tel que le système est fait, tu ne peux pas continuer toute ta vie, même si tu adores ce que tu fais, tu es obligé d'aller ailleurs. En fait, si tu brigues un poste de chercheur, bah oui, il faut que tu ailles faire un postdoc, deux postdocs, que tu publies, que tu tentes ta chance à un concours. Si tu as le bon profil, le bon parcours, suffisamment de publications, enfin voilà, Mhm. d'aller à de la recherche. Et moi, ça m'allait pas trop, quoi, ce système-là, quoi. Est-ce que tu Donc, as pu imaginer, à un moment donné, devenir chercheur? Ça t'a effleuré l'esprit? ah oui, à un moment, au début de ma thèse, oui, je pense que je pouvais me projeter dans ce genre de carrière. Quand j'avais encore, tu sais, quand tu viens d'arriver dedans et que tu es plein d'énergie et que je pense que on a tous, tu vois, les gens qui font ce genre de trucs, on doit avoir un côté un peu pas sauveur de monde, mais ah putain, je peux faire les choses, il y a des choses à faire, et cetera. Et quand j'avais, tu vois, cette dynamique-là, j'aurais pu me projeter dans ce genre de carrière. Et c'est après, dans un second temps, où j'ai non, Ouais. Donc c'est non, plus non, non. l'organisation de la recherche en général en France Ouais, qui ouais, t'a, ouais, un ouais, peu plombé l'idée de continuer dans la recherche, quoi? où je me suis dit que ouais, c'était pas pour moi, tu vois? Enfin, j'avais eu le cran de, tu vois, de m'accrocher à des rêves, un peu inaccessibles parce que tu vois, vous rêver de faire veto et être veto, bah, c'est pas rien. Vouloir faire, de la recherche et y arriver, bah, oui, c'est pas 100 des gens qui ont cette idée-action. Donc même si dans mon passé, tu vois, je m'étais déjà, accrochée un peu comme la tique, tu vois, à sa proie, un certain nombre de fois, je me suis dit: «Ah non, cette fois-là, non, c'est pas complètement moi, quoi». Donc non, bon, tant pis. Je le laisse OK. à je laisse ce rêve, aux gens qui le veulent plus fort que moi. Donc tu as quand même bien aimé tout ce côté scientifique, de Ouais, ouais. Oui, oui, recherche, oui. Ça, de pour le coup, voilà, il y a tout un versant que je n'aimais pas, mais j'ai quand même, super kiffé ce que j'ai fait, pendant 3 ans. Enfin, mmh, sinon tu peux pas aller au bout, je pense, parce que c'est pas, une thèse, il y en a qui le comparent à l'accouchement, tu sais? On dit: accoucher de sa thèse», tu vois? Et le pire, c'est que, tu vois, ce qui a vraiment, arrêté mon idée de faire de la recherche, c'est pas la thèse, en fait, c'est, l'année de postdoc que j'ai fait, juste après, où j'ai persévéré quand même, hein. ouais, J'ai donc quand même après ta thèse, tu avais quand même encore l'idée de potentiellement continuer en recherche? allez, je continue, j'essaye et en fait, ça m'a un peu achevée, ouais, l'année de postdoc, là, ça m'a un peu confirmé que non, effectivement, faut pas que je continue dans cette voie-là. Le hasard a fait que je me suis retrouvée dans un laboratoire où, contrairement au laboratoire où on s'est connus toutes les 2, il y avait une foule de postdocs. Il y avait une immense majorité de postdocs Mmh. et beaucoup moins de thésards. Mmh. Et en fait, je me suis retrouvée dans une foule de gens qui, soit c'était leur premier postdoc, soit c'était, leur deuxième ou troisième postdoc, enfin plus du premier, Mmh. et qui étaient un petit peu tous dans pas le couloir de la mort, mais tu vois le viseur de: «Putain, il me le faut ce poste». Ouais. Ou à minima, si c'est pas il me faut ce poste, c'est il me faut un travail après la fin de mon postdoc. Et c'était une ambiance très particulière du coup, ouais, de se retrouver et moi ça me rendait triste, tu vois? De voir, enfin voilà, il y avait des gens, qui avaient 40 ans, qui avaient fait un certain nombre de postdocs, enfin la thèse, un certain nombre de postdocs, qui arrivaient à la fin, qui avaient pas de poste Ouais. et voilà et qui partaient la mort dans l'âme, quoi. Et tu vois, de voir des gens partir comme ça, tu te dis: «Mais ça, c'est l'échec du système». Enfin, Ouais. c'est des gens qui devaient être brillants, enfin voilà, qui ont réalisé un certain nombre de choses, qui ont bossé
et qui partent parce qu'on n'a plus rien à leur offrir, parce que, bah, non, tu es trop vieux pour le concours, tu pas assez publié pour être compétitif, tu pas, je sais pas, tu pas été à tel endroit, faire ton postdoc, donc tu pas un dossier assez, tu vois, miroitant et du coup, tu te dis: «Bah, là, en fait, on est en train, enfin, de se priver, mais de tellement de gens intéressants et voilà, qui pourraient bosser, quoi». Enfin et les gens qui sont dans ces situations, bah, je te laisse imaginer qu'ils sont pas rayonnants. Enfin, tu vois? Et tu pars, Ouais. tu la mort dans l'âme, quoi. Mmh. Enfin, c'est et je trouvais ça tellement cynique, tu vois? Cette situation de et ça m'a confirmé cette expérience-là, tu vois? Et pour le coup, c'est plus l'expérience humaine que l'expérience scientifique, hein, qui m'a fait arrêter. C'est pas la science qui m'a fait quitter ce monde-là, c'est le système, en fait, tout simplement. Mmh. Où tu te dis, «Ah non, moi je peux pas». C'était trop contre mon moi profond, tu vois? Mmh. Ouais. Je me retrouvais pas là-dedans. OK. Donc au final, tu abandonnes la recherche à Voilà, un peu à contre-cœur au final, parce que c'est pas le côté scientifique ouais, qui pas de gaieté de cœur complètement non plus. Effectivement, j'ai pas sabré le champagne en mode: «Wouhou!» C'est vrai que quand tu pars, je savais que, tu vois, le projet que j'ai quitté à ce moment-là, je me doute qu'il a pas continué après moi, tu vois? Donc tu te dis: «Ah putain, c'est dommage, quoi». mmh. Enfin, mais bon, ben, en même temps, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, donc j'ai tout quitté, et c'est à ce moment-là où, bah, il fallait quand même faire quelque chose, je n'allais pas Que il faut quand même fait-on faire après? voilà, faut quand même faire quelque chose après. Beh, je suis retournée à mes premières amours, du coup. En même temps, toi, tu avais cette, roue de secours. Voilà, moi j'avais déjà mon diplôme déjà dans ma petite poche, Mmh. donc j'ai pas eu à avoir la réflexion de comment me reconvertir parce que j'avais déjà mon diplôme. Alors Mmh. j'ai un petit peu réappris mon métier quand même parce que, quand je suis retournée, tu vois, taper aux portes des cliniques, bah, ça faisait 5 ans que je travaillais en laboratoire, Ouais, c'est ça. donc j'ai quand même réappris beaucoup de choses, hein. Ça c'est sûr que, Et mais tu pas eu trop de difficultés à trouver justement un job de véto après 5 ans d'arrêt comme ça? non, pas du tout. Je pense qu'on a la chance en France maintenant, il y a pas assez de vétérinaires. Vraiment, il y a un petit déficit démographique là, OK. et notamment, les cliniques sont en perpétuelle recherche, de salariés. Clairement, il y en a pas assez, hein, mais même dans ma clinique actuellement, on rêve d'avoir un salarié en plus. Mmh. Et en fait, c'est pas très dur, quand tu es diplômé et que tu veux trouver un travail. C'est pas très dur d'en trouver un. La difficulté, c'était, bah, de trouver un endroit où ça allait bien se passer. Parce que j'avais tout à fait conscience que, bah, après 5 ans à passer dans le laboratoire, je pouvais pas me retrouver, complètement seule dans un cabinet. J'allais avoir besoin, d'une certaine forme de mentorat par mes patrons parce que, j'allais pas pouvoir, débarquer, à un endroit et: «Allez, tu vas sur la césarienne». Non, enfin Ouais et puis surtout que toi, tu as enchaîné direct après ton ouais, diplôme de ouais, véto, donc tu as pas eu même de pratique à part tes stages. non, exactement. Tu avais pas d'expérience sur le terrain, quoi. J'avais ma petite année, ma petite 4e année, qu'on passe, tu sais, l'école véto à un hôpital, vétérinaire Mmh mh. où en fait on passe un an à être dedans et à faire tu vois, des consultations avec le backup d'un prof qui fait attention à ce que tu dis et qui te corrige surtout quand tu fais des bêtises, parce que ça fait forcément en 4e année. Du coup, j'avais cette micro petite expérience-là, mais j'avais jamais bossé sans filet, tu vois? J'avais jamais, Mmh. j'aurais pu, j'imagine si j'avais eu la volonté, et l'idée de le faire aussi, tu vois? Faire des gardes pendant ma thèse. Techniquement, j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait. J'étais tellement dans mon sujet de thèse que ça m'est pas venu à l'esprit de me dire: «Il y a des nuits où je vais travailler et retourner bosser le lendemain». Non, je suis enfin, je non, j'ai non, non, je fais une thèse, je fais une thèse. Donc non, non, du coup, j'avais que ma petite expérience, de 4e année et du coup, bah, alors ça fait peur, hein, je te cache pas que, les premiers mois où j'ai bossé, j'étais pas super zen, hein, mes premières gardes, oh là là, mes premières gardes de téléphone sonnaient. Ah, c'était terrible. Mais je me rappelle, il y avait des fois où puis tu sais, en garde la nuit, les gens, ils sont très inquiets. Donc ils Ouais, bah, t'appellent oui, tu es encore plus inquiet. «Ah, votre chien, il va mourir et tout». Et ouais, j'étais j'étais oh là là. Il y avait des fois, tu sais, je mettais en attente, les gens.
parce que j'avais qu'une trouille, c'était de pas faire venir le chien et qu'en Mmh. fait, ce soit grave, hein. Ça, c'était mon Mmh. angoisse, tu vois? Mmh. Donc je mettais en attente les gens et j'appelais mes patrons. Oui, enfin, c'était un accord entre eux et moi, tu vois? Je pouvais les appeler si j'avais besoin d'aide Mmh. et du coup, je les appelais et je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Aide-moi, tu crois que c'est grave? Il faut qu'ils viennent tout de suite, ils viennent pas tout de suite, je sais pas quoi faire. Mais et le patron était cool là-dessus. Ça s'était convenu entre eux et moi, en fait. Enfin, Ouais. quand ils m'ont embauchée, c'était pas déjà, ils avaient mon CV, donc ils savaient très bien ce que j'avais fait et ne pas fait. Et du coup, à l'embauche, finalement, tu vois, trouver un poste, c'était pas ça qui était dur, c'était trouver le bon, celui où tu allais pas être sans filet, celui où ton patron, il était tout à fait conscient de qui il était en train d'embaucher. Mmh. Heu, Tu vois, il fallait que je trouve des patrons qui, à la fois, allaient pas complètement me materner parce que j'étais pas une jeune professionnelle non plus, tu vois? Ouais. J'avais de l'expérience, c'est juste que j'avais une différence, Mmh. mais il fallait aussi que je trouve quelqu'un qui me lâche pas sans filet, en se disant: «Oh poup, ouais, c'est bon, bah, elle est futée celle-là, elle va se débrouiller», tu vois? Enfin, Et est-ce que ton expérience en recherche t'a aidé en quelque sorte pour ton expérience veto après? ouais, mais je m'en sers encore, hein, de ce que j'ai fait, en recherche. Il y a tout un tas de choses où effectivement je suis plus bah, vu que je l'ai fait beaucoup plus souvent que mes collègues, j'ai plus de facilité sur certaines choses. Par exemple, des trucs tout bêtes, faire une recherche biblio, c'est pas si simple quand même, tu vois? Aller, chercher, les tréfonds, de PubMed, savoir avoir l'œil critique, tu vois? Quand tu lis, de te dire: «Est-ce que ça, c'est étude valide ou pas? Est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts? Est-ce que l'étude a été financée par, tel labo pharmaceutique?» Donc pas tout à fait le même but, hein, dans les conclusions. Mais en fait, moi, j'ai l'habitude de faire ça et même encore maintenant, c'est pas complètement, impossible, tu vois? Que mes collègues viennent me voir et «Tu veux pas me faire une petite recherche biblio là sur tel sujet? Ah ouais? Parce que là, ouais, je suis un peu perdue et tout et du coup, tu vois, pour aller gratter et aller trouver l'information, Mmh. heu, il y a pas en fait, enfin, tu vois, je le fais en 1 heure quand d'autres vont passer une après-midi Ouais. et pas forcément trouver ce qu'ils voulaient trouver en plus, tu vois? Enfin, Mmh. et c'est vrai, tu vois? Et je refais, tu vois, le le machine tu vois, je rembobine dans mes mémoires et effectivement, l'école vétérinaire, je crois que j'en a dû avoir, allez, un cours sur, c'est quoi PubMed et quel est l'intérêt d'aller sur PubMed. Mais, on pratique pas le PubMed de manière intensive, tu vois? Mmh. Enfin, chercher, gratter et cetera, éplucher la biblio d'un article pour retrouver le machin, le truc, Mmh. enfin, et ça, oui, ça me sert tous les jours, quoi Est-ce que la et recherche vétérinaire, est-ce que c'est quelque chose dont vous en entendez parler? elle existe. Elle est évidemment, bien moins étendue que la recherche en médecine humaine. Beh, déjà, rien qu'avec les sous qui sont mis dedans, hein, enfin ça c'est sûr qu'on on peut pas être au niveau, de ce qui se passe ailleurs. Mais elle existe, hein, enfin, grosso modo, toutes les écoles véto, même les universités, pour les pays où ces universités, ont une activité de recherche. Mmh. Il y a quelques ouais, il y a ce qu'on appelle les CHV, les centres hospitaliers vétérinaires, il y en a quelques-uns qui sont impliqués dans des projets de recherche. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait des projets de recherche, tu sais, de pure recherche clinique qui sont menés dans les CHV. Je suis pas sûre que les arcs vétérinaires, existent ailleurs que dans les écoles véto. Après, moi j'aimerais bien que ça se développe, mais c'est vrai que c'est compliqué, enfin, je vois dans le quotidien, tu vois, mêler le quotidien de la clinique avec, les soins, la clientèle, on est une profession de service quand même, donc Mmh. faut d'abord que tu rendes service aux gens qui viennent te voir quand même Mmh. avant de faire ça et j'espère que ça se développera, mais ça va pas être si simple, je pense, hein. Ça va pas être simple, simple, quoi, mais OK. Et donc maintenant, aujourd'hui, que tu, exerces l'activité de veto donc dans une clinique, est-ce que tu es plus épanouie? Est-ce que ça correspond plus à ce que tu imaginais déjà quand tu étais petite et à ce que tu veux maintenant? Alors j'adore mon métier. Vraiment, je regrette pas du tout d'avoir fait la transition, labo clinique. C'est hyper intéressant.
tout le côté humain dont j'étais un peu chafouine, qui n'existait pas assez dans les labos, ah bah là, je suis servie, hein. Ça j'en ai, hein, ça je peux pas dire que j'en ai pas. Non, c'est vraiment agréable. Ça fait partie des métiers où, tu en fait, le sens, il est tellement évident que tu le cherches pas, quoi. Enfin, Mmh. autant en labo, tu peux te dire, «Oh là là, mais je suis en train de chercher un truc», mais si ça se trouve, ça va aboutir sur aucune découverte et je vais sauver personne avec ça, et je vais travailler 10 ans sur quelque chose qui va tomber dans les oubliettes, de PubMed. Mmh. Là, quand je me lève le matin, c'est évident, en fait, ce que je vais faire. Enfin, je me dis pas que je sers à rien, quoi. Mmh. Et par exemple, tu vois, ça m'a marqué quand j'ai commencé à travailler. Ce qui m'a enfin, c'était dingue, quoi. C'est que ce qui m'a le plus touchée, un des premiers jours où j'ai bossé, c'est qu'il y a une dame qui m'a dit merci, et elle est venue pour un truc, mais anodin, je sais plus, couper une griffe, enfin un truc, mais vraiment, j'ai pas sauvé le chien, hein, enfin. J'ai dû mettre un coup de griffe à un petit chien qui avait une griffe trop longue. Et la dame te dit, sincèrement, droit dans les yeux: «Oh, merci docteur», quoi. Et tu te dis: «Ah! Ah mais ça me fait du bien d'avoir fait du bien», enfin, tu vois? Mmh. Ouais, il y a un côté retour immédiat, quoi. Ouais, ouais, il y a un côté plaisir immédiat qui n'existe pas du tout dans la recherche. On ne dit pas très souvent merci dans la recherche, en vrai. Enfin, tu es tout seul, en fait, enfin. Bah, pour la science que tu produis, non, enfin, sauf si elle est vraiment appliquée à de la clinique et tout Au ça. bout d'un certain nombre de mois et d'années à travailler, à persévérer, à échouer et à recommencer, et cetera, et cetera. Mmh. Éventuellement, tu peux avoir un retour positif, mais tu as pas un merci tous les jours, tu vois? Enfin, quand Mmh. tu rentres chez toi, tu as vécu comme moi, une journée où tout ce que tu as fait, ça a pas marché. Mmh. Et tu rentres chez toi, tu te dis: «Il y a rien qui a marché. On va recommencer demain et peut-être que ça marchera, mais peut-être que ça marchera pas non plus». Et c'est pas facile, et c'est vrai que de retourner dans ce côté-là où tu as une interaction immédiate, c'est hyper agréable, en fait. Mmh. Tu fais quelque chose, tu as le re enfin, la personne est contente, elle te le dit. La personne est pas contente, elle te le dit aussi. Ouais. Ça fait partie du métier, hein, ça fait partie. Et alors je vais pas dire que c'est agréable, hein, quelqu'un qui est pas content, mais mais tu as un côté, rapport humain, direct, quoi. Enfin, on est des animaux sociaux, quoi. Enfin, Mmh. moi, ça me fait plaisir, tu vois, de me lever le matin et puis d'aller faire ça, quoi. Enfin, même si, je réussis pas tout ce que je fais, hein, donc il y a des animaux qui sont très malades, que je peux pas sauver, il y a des fois où, tout est censé rouler comme sur des roulettes et puis en fait, ça marche pas du tout, et puis tu dois gérer des complications qui te tombent dessus et puis qu'il faut gérer quand même. Mais ça a un côté, ouais, ça a un côté vachement plus direct, quoi. Tu fais quelque chose, hop, tu as la conséquence qui arrive après, quoi. Mmh. Et le côté, ouais, je reviens sur le côté humain, mais n'empêche, enfin, avec les clients, tu noues des relations intimes presque des fois, quoi. Enfin, Mmh. ils t'amènent leur animal, tu t'intéresses à leur animal, en fait, ils vont te raconter que, l'animal, c'est celui de leur mari décédé, de leur fils qui s'est donné la mort, qu'en fait, tu es en train de soigner, un cancer et en fait, ils ont le même cancer. Enfin, c'est ça aussi, tu vois? Mmh. Et c'est l'humain au plus profond de lui-même, quoi. Enfin. En soignant des animaux, tu as quand même, énormément de rapports humains, Eh quoi. beh, tu es obligé de soigner un peu leur maître aussi, quoi. Mmh. Enfin, alors je les soigne pas vraiment parce que c'est pas de moi que dépend, ni leur santé, ni leur bien-être. Enfin, indirectement parce que si je soulage leur animal, du coup, ils seront soulagés eux-mêmes. Mais Mmh. enfin, je suis pas leur médecin, loin de là. Mais ça fait du bien de retourner à ça. Tu dis, tu retournes à l'essentiel, quoi. Enfin, on est des humains. Mmh. Et on revoit d'autres humains, en fait, et on fait des choses qui font du bien aux autres humains, tu vois? Mmh. Enfin, et ça fait du bien aussi, ça, enfin, de rentrer chez toi le soir et de dire: «Ah putain, j'ai fait un truc, Et est-ce que c'est un côté justement du métier de véto que tu recherchais quand tu voulais être véto? Est-ce que c'est quelque chose que tu imaginais?
Pas du tout. Ah non, pas du tout. Quand j'étais enfant et enfin enfant, ado, enfin en gros avant de travailler et que j'imaginais, le métier, tu les animaux, tu imagines jamais leur propriétaire en fait. Et d'ailleurs tu poses la question, bah, à tous les stagiaires de 3e qui veulent faire des stages dans la clinique vétérinaire, tous les ans Mhm. on en a. Bah, en fait, quand tu leur poses la question, et moi j'étais pareil à 14 ans, c'est, «J'adore les animaux et je veux les soigner». Mhm. Et c'est normal d'ailleurs de vouloir faire veto pour ça. Ce serait un petit peu inquiétant, hein, de vouloir faire veto sans vouloir soigner les animaux. Mais à cette époque-là, moi, j'occultais complètement, le côté, propriétaire, mais j'étais même pas capable de l'imaginer, en fait. Mais je le découvre avec, plaisir, en fait. Heu et ce serait peut-être bien, alors je sais pas trop dans quelle mesure on peut faire, tu vois, diffuser ça, mais que, bah, pour être vétérinaire et le faire sans en souffrir, bah, en fait, il faut profondément aimer les gens. Sinon tu pètes un câble, quoi. Enfin et d'ailleurs, bah, il y a un certain nombre de vétérinaires, hein, qui arrivent sur le marché du travail et qui arrêtent parce qu'en fait, c'est insupportable. Mhm. Parce que, bah, tu peux pas porter toute la misère du monde, sur tes épaules, surtout quand tu es pas forcément préparé à ça. Mhm. Heu et il y a des gens qui arrêtent, hein, qui se réorientent plus ou moins rapidement après, la fin de l'école parce que c'est trop insupportable, en fait. Alors après, je t'ai parlé du bon côté, hein. Tu vois, de la gratitude, de l'interaction directe, de voir les gens, mais tu vois, le mauvais côté et ça, pour le coup, pour l'instant, j'en souffre pas trop, mais peut-être que dans 10 ans, j'en aurai carrément marre, c'est que, on a une société, enfin, qui est ce qu'elle est, mais dans notre société moderne de plaisir immédiat et d'intolérance à la frustration, on est des gros facteurs de frustration quand même, les vétérinaires. Parce que, un certain nombre de fois dans la journée, moi j'explique aux gens des trucs qu'ils veulent pas entendre. Je leur dis que des fois il faut attendre et qu'ils veulent pas attendre. Et ça occupe quand même une certaine partie de mes journées, quoi. Mhm. J'en souffre pas particulièrement et je sais pas, je pense que c'est une certaine forme de recul de oui, d'accord, oui, ils sont inquiets, oui, c'est de la peur, oui, c'est juste la manifestation de leur inquiétude et cetera et que nous, on cristallise ça, en fait, enfin, donc on le reçoit d'une manière ou Mhm. d'une autre. Mhm. Mais c'est vrai que des fois, c'est pesant, hein. Enfin, la journée où j'ai été de garde la veille, où je suis fatiguée et que je reçois un énième coup de fil d'un truc où les gens, ils sont hyper pressants au téléphone parce qu'ils veulent une réponse, là, maintenant, tout de suite et cetera. Oh, j'en ai marre des fois. Ouais. C'est un peu fatigant, quoi, mais c'est pas la question d'être vétérinaire ou pas, c'est qu'on fait on est dans un monde où il faut tout de suite, maintenant et que, voilà, enfin, les gens sont habitués à ça, quoi. Ok, on arrive à la fin de l'interview. Et donc la dernière question que je pose souvent à mes invités, c'est quel conseil tu donnerais à une ado qui veut devenir veto? Alors déjà, je lui dirais, qu'il faut qu'elle croie en elle, mais profondément en elle et qu'elle écoute pas trop les gens qui disent que c'est pas possible. Parce que ça, s'il y a bien un truc qu'on entend souvent quand on veut devenir véto, c'est: «Ah, vétérinaire, c'est dur». Alors on va pas se mentir, ça demande beaucoup d'efforts. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas totalisé le nombre d'heures de travail qu'il m'a fallu pour l'être. Mais faut pas écouter les gens qui disent: «C'est dur, donc c'est pas possible». C'est pas vrai, il y a plein de gens qui le deviennent, donc il faut s'accrocher, faut étudier toutes les pistes possibles. Tu vois, typiquement, le concours que j'ai passé, ça convient vachement mieux à des gens, qui, arrivés à la fin de la terminale, sont en train de vomir les maths, par exemple, et je pense qu'il y en a un certain nombre. C'est pas parce que tu es pas pile poil dans ce qu'attend l'éducation nationale que tu peux pas être vétérinaire. Heu, c'est pas facile, mais voilà, faut pas trop se sentir complexé de pas être dans les sentiers battus et d'autant plus que, les petites filles, alors je sais pas les petites filles de 2020, mais les petites filles des années 90, on a plutôt entendu qu'il
fallait être bien poli, sage, pas trop l'ouvrir, etc. Bah voilà, faut pas trop écouter ces choses-là, quoi. Ouvrez votre gueule. Voilà. Et que oui, c'est possible, c'est pas facile, mais faut pas se laisser décourager par les mauvaises ondes. Tu penses que c'est plus dur pour une fille d'être veto ou pas? D'y accéder ou de l'exercer? Les deux. Alors d'y accéder objectivement, nous sommes dans une période où il y a énormément de filles dans les écoles véto. Moi, ma promotion, on était 3/4 de filles, 1/4 d'hommes. Ok. Et après moi, ça a augmenté. Donc Ok. il y en a encore plus. Alors, je ne sais pas combien, mais il y en a énormément. Il y a une immense majorité. C'est même pas 55-45, c'est une écrasante majorité de femmes. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Et sur le terrain, non, je ne pense pas que c'est plus dur d'être une femme. C'est peut-être que dans des endroits, il y a des milieux qui sont plus misogynes que d'autres. Notamment, je pense que les professionnels des chevaux sont pas forcément très faciles avec les femmes. Mais non, en fait, pour le coup, je pense pas que ce soit plus dur d'être une femme. Enfin, j'ai qu'à prendre pour exemple toutes mes amies IE qui font de la rurale et qui vont voilà, véler des vaches, faire des césariennes avec des veaux de 60 kilos. Bah, elles font le taf, quoi. Enfin, elles le font, elles adorent ça. Bon, moi, j'irai pas à 1h du matin à 1 degré dehors. J'aurais pas la même motivation qu'elle, mais ça, c'est une histoire de goût, c'est pas une histoire de genre. Et non, je pense vraiment pas que c'est plus dur, c'est différent parce que tu induis pas les mêmes choses chez ton client. Donc, juste parce que voilà, t'es une femme, mais ça t'empêche pas de faire ton métier qui est de soigner des animaux. Merci beaucoup, Valentine. Voilà. Bon, C'était trop cool. Enchantée d'avoir participé à ton émission. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Valentine pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast et le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!